Good Morning Business. Le débat. Ça fait 10 jours, 15 jours qu'on nous dit de ne pas s'inquiéter. Et puis les dominos tombent quand même les uns après les autres. La SVB, les banques régionales américaines, le Crédit Suisse. On nous a encore dit tout à l'heure, on a eu des experts qui nous disent mais tout va bien, tout est sous contrôle. Pardon, mais on commence à se poser la question avec Laure, Jean-Marc Daniel, est-ce que vraiment circuler, il n'y a rien à voir ? Oui, je suis plutôt sur cette ligne-là. Je pense qu'effectivement, on n'est pas en particulier dans la même situation que dans la crise de 2008-2009 que l'on remet souvent en avant, ne serait-ce que pour des raisons de calendrier. Il y a une espèce de destin de fatum qui fait qu'il y a une crise bancaire tous les 15 ans. Ouais. Il y en a eu en 1993, une en 2008, donc 2023, normalement, ça devrait intervenir. Alors, il y a quand même, quand on analyse la situation, il y a quand même une différence fondamentale, c'est que en 2008-2009, incontestablement, il y avait dans le bilan des banques ce qu'on appelait des actifs pourris. L'essentiel de la crise était porté par le secteur immobilier et singulièrement par les crédits à des agents qui étaient carrément incapables de vendre et carrément incapables de récupérer sous forme de, à l'issue de la vente, les moyens de rembourser leurs emprunts. Là, quand on regarde la situation, on a plutôt une baisse des actifs et des difficultés de liquidité. C'est-à-dire que les banques en 2008-2009 étaient insolvables. Là, elles sont en situation d'illiquidité. Et pour une raison d'ailleurs qui est une raison assez claire et nette, c'est-à-dire que c'est la Banque centrale qui est en train de provoquer cette illiquidité puisqu'elle fait baisser la valeur des actifs en augmentant les taux d'intérêt, donc la valeur notamment des obligations. Vous prenez la SVB, quand vous regardez le rapport de KPMG sur l'audit des comptes en début d'année, ce que souligne KPMG, c'est que c'est certainement une des banques les plus sûres parce qu'elle a des actifs extrêmement sûrs qui sont les emprunts d'État, des actifs sur lesquels il n'y aura pas de défaut. Simplement, la valorisation instantanée de ces actifs est minorée par l'évolution des taux d'intérêt. Et donc, on est dans une situation typiquement d'illiquidité et là, la Banque centrale est en capacité de répondre. Alors, la dernière menace qui pèse, c'est effectivement les bank runs. Et donc là, on évoque 1907. Les particuliers qui enlèvent leur argent. Voilà, les particuliers qui ont peur et qui enlèvent leur argent. Et donc, alors c'est vrai qu'en 1907, il n'y avait pas de banque centrale, il y avait les talons or. Et donc la seule solution qui avait été mise en avant par JP Morgan, c'était de demander aux prêtres et aux pasteurs, dans leur homélie du dimanche, de dire aux gens, gardez votre argent dans les banques. Bon, là, je pense qu'on n'aura pas besoin de faire appel au clergé, d'autant plus que son influence a baissé depuis 1907. Je pense qu'effectivement, le véritable enjeu, c'est de définir les conditions dans lesquelles, en cas de faillite, les dépôts sont garantis. Or là, Janet Yellen l'a confirmé, le système bancaire l'a confirmé aux États-Unis, ils iront même au-delà des 250 000 $ qui sont garantis. En Europe, en France, c'est 100 000 €. Pour l'instant, il n'y a aucune raison pour se considérer que les gens qui ont des dépôts en banque sont menacés par l'évolution de la situation. Puisqu'il ne faut pas paniquer, comment, Nicolas, on interprète l'action préventive des banques centrales concertées cette nuit ? C'est là où, effectivement, circuler, il n'y a rien à voir. Non, il y a quand même il se passe des trucs. Enfin, depuis 10 jours, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien à voir. Et quand on a quand même les plus grandes banques centrales du monde qui, un peu en urgence, parce que tout ça se fait quand même hyper vite, heureusement d'ailleurs, Ouais. heureusement que ça réagit hyper réactif, contrairement à 2008 où là, effectivement, il y a eu un peu de retard à l'allumage. Quand on a toutes les banques centrales du monde qui signent un accord pour permettre l'accès à la liquidité, qui est le nerf de la guerre, c'est la crise de liquidité qui tue une banque tout de suite, immédiatement, avant le coucher du soleil, il se passe quelque chose quand même. Alors effectivement, on peut considérer qu'on a tous les éléments pour imaginer que la raison doit l'emporter. Mais le bank run, ça peut exister en 2008, ça peut exister en 2023. C'est pas pour rien qu'on a glissé dans la loi Sapin 2 un article qui n'a jamais été utilisé, mais qui est un article qui permet, sur décision politique arbitraire, de bloquer les retraits d'assurance vie pour 3 mois. Et vous pouvez le renouveler 3 mois, et le renouveler 3 mois, et le renouveler 3 mois, s'il y a un risque de liquidité. Donc, non, il se passe quand même des trucs. On va trouver toutes les raisons d'imaginer qu'SVB est un cas SVB, que le Crédit Suisse est un cas Crédit Suisse. Et puis, évidemment, tous les responsables institutionnels et politiques vont vous dire: mais on a mis en place des digues pour se protéger par rapport à 2008, tout va bien se passer, nos banques sont solides, il y a des règles prudentielles. Oui, c'est vrai, j'ai regardé. Aujourd'hui, les ratios de capitaux propres sont historiquement hauts. Idem pour les taux de dépôt rapportés à l'ensemble des actifs. On est à peu près à 80% des actifs, alors que c'était 65% en 2008 aux États-Unis. Vous prenez les dépôts sont beaucoup plus liquides. 14% aux États-Unis sont placés auprès de la Fed aujourd'hui. C'était 3% en 2008. Il y a toutes les raisons pour pas avoir d'inquiétude. Et regardez les 10 jours qui viennent de s'écouler. Donc, bon, je pense que
la clé, c'est la présence des autorités, des États et des banques centrales qui sont hyper réactifs. C'est vrai que quand vous avez toutes les banques centrales qui vous disent « whatever it takes », normalement, tout doit bien se passer. Mais on peut pas, enfin c'est normal depuis 10 jours de se poser une question fondamentale de savoir si on risque une crise financière systémique, objectivement. Parce que c'est pareil, les règles prudentielles, très très bien les règles prudentielles. Mais vous voyez que Crédit Suisse coche les cases. Ça vient toujours d'ailleurs en fait. Ça vient toujours d'ailleurs. Alors Crédit Suisse, d'accord, c'est une histoire ancienne avec des scandales, ça a été mal géré. SVB, mais ils avaient que de l'obligation américaine. Alors s'ils l'avaient gardé jusqu'à maturité, ils auraient été payés. Mais quand ils débouquent 20 milliards d'un coup, ils prennent la décote parce qu'évidemment, entre le taux d'aujourd'hui à 10 ans et le taux auquel ils ont acquis ces obligations américaines, c'est pas le même. Non. Donc, juste un mot, j'insiste sur une chose dans tout ça, c'est il faut véritablement faire la différence entre illiquidité et insolvabilité. Oui, absolument. Oui, et mais... une banque centrale, elle est prêteur en dernier ressort. Ah oui. On avait eu un débat dans les experts qu'anime Nicolas. J'invite les auditeurs, téléspectateurs à aller suivre ce débat avec Sylvie Matera et Philippe Martin. C'était jeudi, hein. c'était jeudi. Oui, Très bon Absolument. débat jeudi dans les experts. On n'est vraiment pas dans la situation d'insolvabilité de Pas du tout. Pas Non, du tout. mais comme à force, là, il y a les banques régionales des États-Unis, il y aura peut-être demain, on ne sait pas, Deutsche Bank en Europe qui va pas très bien. Il a totalement raison, Jean-Marc. Mais le problème, c'est que un acteur de l'économie qui est évidemment connecté au système bancaire, quand il flippe pas en se disant liquidité, solvabilité, il flippe. Voilà. Voilà. C'est quand même ça le la sujet. Banque centrale est là pour le faire déflipper. Bon, allez, on tient bon.